Pendant un instant, il reste là, étendu, il écoute. La forêt est silencieuse, un silence inquiétant. Depuis combien de temps court-il ainsi? 1 heure, 2, peut-être même 3. Peu importe là où il regarde, il n'y a que des arbres qui se dressent à l'infini. Il s'arrête un instant pour reprendre son souffle. L'homme doit courir plus vite, plus loin. Tant bien que mal, il essaie de déjouer ce terrain très accidenté. Puis, la providence, une rivière. Marcher dans l'eau pour brouiller sa piste. Mais l'eau glaciale le saisit, ralentit sa fuite. Il s'enfonce de nouveau dans la forêt. Ses vêtements mouillés limitent ses mouvements. Enfin, l'homme débouche sur un promontoire rocheux. Tout en bas, un chantier d'abattage. Derrière lui, dans la forêt, un cri s'élève. Pourtant, le fuyard ne se retourne même pas. À l'été de 1924, Albert Ostman, un Canadien d'origine suédoise, engage un guide amérindien pour le conduire en canoë jusqu'à l'embouchure de Toba Inlet pour y faire de la prospection minière. L'endroit est réputé pour ses gisements aurifères. Alors que les deux hommes pagaient à travers le détroit de Johnston, l'Autochtone lui parle de la disparition de prospecteurs, peut-être assassinés ou dévorés par un Sasquatch. Il y a des mythes et légendes amérindiens qui évoquent un animal. Une créature géante plus ou moins humaine, couverte de poils, qui, selon toute vraisemblance, existerait. Hélas, les anthropologues préfèrent croire que ces créatures ont été imaginées pour créer une sorte de chaînon entre les animaux et l'homme. Mais à la lumière de ce que nous savons maintenant, je pense qu'il y a plutôt une base bien réelle à ces vieilles légendes. Ostman, qui entend parler pour la première fois de ces rumeurs, demeure incrédule. Mais l'Indien insiste. Au village, un ancien jure avoir vu un Sasquatch haut de 2,5 mètres. Pour Ostman, ces histoires de monstres ne sont que des contes. Quoi qu'il en soit, dans 18 lunes, l'Amérindien viendra le reprendre au même endroit. Albert Ostman est maintenant seul. Il n'a pour tout équipement qu'un sac de couchage, quelques denrées et une carabine de calibre 30-30. Il compte surtout s'en remettre à la nature pour assurer sa subsistance. En sortant de son sac de couchage, le prospecteur remarque que durant la nuit, un animal est venu fouiller dans ses affaires. Son sac à dos est renversé et plusieurs denrées ont été inspectées. Le lendemain matin, même scénario. Ostman est bien décidé à surprendre le chapardeur nocturne. Il y avait un animal qui visitait son campement et Ostman était bien décidé à découvrir ce que c'était. La nuit venue, il s'est glissé dans son sac de couchage, il a placé sa carabine juste à côté de lui et ses chaussures au fond du sac. Il voulait surprendre le visiteur, mais il s'est endormi. Soudain, Ostman est brutalement réveillé. Il est soulevé du sol et prisonnier de son sac de couchage, il est transporté comme un vulgaire sac de pommes de terre. Quelque chose a ramassé son sac, se l'est placé sur l'épaule et l'a transporté toute la nuit. Au petit matin, la chose l'a finalement reposé sur le sol.
Ostman s'est alors retrouvé dans une gorge étroite entouré d'une famille de Sasquatch. Ankylosé, meurtri, au petit matin, Ostman se risque à sortir de son sac de couchage. Le prospecteur fait face à un primate de près de 3 mètres. Ostman doit battre en retraite. Je crois pouvoir définir ce qu'est un Sasquatch. Je pense qu'il s'agit d'un mammifère nord-américain comme le sont les ours, les chevreuils ou les orignaux. C'est un grand primate qui ressemble à un gorille qui marcherait debout. Il est d'ailleurs observé beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Et nous avons beaucoup d'informations à son sujet. Adossé à la paroi rocheuse, Ostman peut mieux détailler son environnement. Les créatures observent et échangent entre elles en utilisant quelques sons primaires. Le mâle adulte, le père, suppose Ostman, se tient légèrement en avant, alors que les autres se cachent derrière les buissons, comme effrayés par la présence du prospecteur. Ostman est demeuré captif de ce Sasquatch, ainsi que, à défaut d'un meilleur terme, de sa femme, au moins d'une femelle mature, et de 2 autres créatures plus jeunes, là aussi mâles et femelles, possiblement les enfants. Ostman note également que son sac à dos, contenant toutes ses denrées, a été déposé près de lui. Il comprend alors qu'il est prisonnier d'une famille de Sasquatch. Ostman fait l'inventaire de ses maigres ressources, du café, quelques boîtes de conserve, des allumettes, une boîte de tabac à priser et une poignée de cartouches. Le premier jour, Ostman le passe à détailler ses hôtes. Ostman a donné une description très détaillée de son séjour de plus d'1 semaine au milieu de cette famille de Sasquatch. Leur curiosité à son égard et sa curiosité envers eux, ou encore leur curiosité face à des aliments qu'ils n'avaient jamais vus, comme des graines de café. C'est une histoire extraordinaire, presque incroyable. Mais au fil des ans, Ostman n'a jamais changé son histoire. Mis à part le grand mâle, toujours aux aguets, les autres créatures semblent plutôt farouches. Le deuxième jour, Ostman tente une évasion sans succès. Aussitôt, le gros mâle se précipite. Ostman comprend qu'il vaut mieux battre en retraite. Au cours des jours qui suivent, le prospecteur tente de gagner la confiance de ses curieux geôliers. Mais sa situation reste précaire. Ses vivres fondent comme neige au soleil. Il lui faut trouver un moyen d'échapper à la vigilance du grand mâle, qui l'épie sans cesse. Au 7e jour, Ostman sort son tabac à priser. Il a de la chance. Le grand mâle lui arrache des mains sa tabatière et en avale tout le contenu. Moins de 10 minutes plus tard, le Sasquatch gémit et se roule par terre. C'est le moment ou jamais. Ostman ramasse son sac à dos, sa carabine, s'enfuit vers l'entrée du défilé. Là, il localise un promontoire d'où il peut voir les environs. Au-delà des cimes montagneuses, Ostman croit reconnaître le mont Baker. Il pense se trouver à 70 km de Toba Inlet. Pendant 2 jours, il va fuir par-delà les forêts et les montagnes, persuadé que les Sasquatch sont à ses trousses. Finalement, sa fuite le conduit jusqu'à un chantier d'abattage. Ostman ne dira rien de son enlèvement, de peur qu'on ne le prenne pour un cinglé. Albert Ostman a dit qu'il avait un peu parlé de son histoire à cette époque, mais apparemment personne ne l'aurait cru. L'histoire n'est finalement devenue publique qu'en 1957, alors qu'elle datait déjà de 1924. C'est un journaliste à la radio qui est venu me voir pour me dire qu'il avait interviewé Ostman et qu'il était convaincu de sa sincérité. Je suis donc allé l'interroger à mon tour. Pour Albert Ostman, c'est la fin de l'aventure. Il n'en reparlera qu'en 1957, au lendemain de la publication de toute une série d'articles sur l'existence du Sasquatch, cette mystérieuse créature qui entrait les forêts de la Colombie-Britannique.
Albert a raconté une foule de choses à propos de ces créatures. Qu'on y croit ou non, là c'est une autre histoire. Mais son récit est si détaillé qu'il est difficile d'imaginer comment il aurait pu inventer tout cela. Il m'apparaît certain que Albert Ostman a eu la chance d'observer ces créatures. La description qu'il a faite de ces créatures était très différente que ce que les gens imaginaient. Et pourtant, elle a su résister aux années. Pour Ostman, l'animal mythique des contes de son guide amérindien ne fait plus partie des légendes. Lorsque l'existence du Sasquatch sera reconnue, les gens parleront plus ouvertement de leurs observations. Ce jour-là, on va découvrir que ces rencontres sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit. Aujourd'hui, la presse rapporte 3 ou 4 observations par année, mais je suis convaincu qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont jamais rapportées. Je pense qu'il y a plusieurs petites communautés de Sasquatch. Ici, bien sûr, en Colombie-Britannique, mais aussi un peu partout en Amérique du Nord. Ce sont de petites populations, mais suffisamment importantes pour se reproduire et survivre. Des populations plus nombreuses qu'on ne l'imagine.